Monsieur Pécos, en grand spécialiste qu'il est des multiples liens historiques, politiques, culturels, artistiques qui se sont tissés entre la Pologne et la Suisse depuis la fin du XVIIIe siècle, a consacré, dans le catalogue de l'exposition, une magnifique étude à ce vaste thème. Et ce soir, il va y revenir un peu en nous parlant d'un thème essentiel qui unit nos deux pays, à savoir l'art du vitrail entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, entre Cracovie et Fribourg. Cher Monsieur Pienkos, merci infiniment d'être là ce soir. Merci aussi de nous avoir apporté ce beau projet. Merci aussi de tout ce que vous avez construit autour de cette exposition. À vous la parole. Madame la directrice, merci beaucoup. C'est un moment vraiment émouvant. Parce que, je ne sais pas, ce n'était pas tout vrai, ce que vous avez dit. Mais une chose sûrement, que je me sens ami de la Fondation Hermitage, que j'y suis venu 5 fois peut-être, toujours avec une grande impression et bien d'idées aussi pour mes travaux. Alors c'est vraiment un lieu choisi en Europe pour moi. Alors vraiment, et pour cette raison aussi, c'est un moment vraiment émouvant pour moi. Merci beaucoup. Ce qui manque sur cette exposition ici, ce sont les vitraux. Pour les raisons bien évidentes, non transportables, n'est-ce pas? Et alors, en cherchant le sujet pour aujourd'hui, j'ai pensé, voilà, de parler de ce qui me semble le plus original peut-être dans l'art polonais de la période autour de 1900, voilà, surtout des vitraux. Mais en cherchant aussi un pont entre ce sujet et l'exposition polonaise et la Suisse, et ce lieu, Lausanne et la Suisse, la région du Léman, je me permettrai une courte, disons, préface pour faire introduire les deux héros, disons, de notre soirée. Ils sont les auteurs de ces deux vitraux, mais c'est dans quelques instants. Sans doute une famille d'artistes polonais la plus étroitement et de façon la plus durable liée à la Suisse, ce sont les Stryjeński. Je vais prononcer le prénom plutôt en polonais. Stryjeński, que j'ai mis ici quelques seulement personnes de cette dynastie. Et les derniers représentants de cette dynastie artistique, le couple Danuta et Jacek, Jacques Stryjeński, réalisait des décorations murales et vitraux dans des églises et des bâtiments publics au bord du lac Léman, à Genève, mais non seulement à Genève, encore dans les années 60 du XXe siècle, Danuta d'ailleurs encore plus tard, jusqu'au début du 21e, notre siècle. Oui. La mère de Jacek, on descend, Sophie Stryjeńska, une des peintres polonaises les plus célèbres, est représentée ici. Elle termine, n'est-ce pas, une grande finale de cette exposition. Ce sont les panneaux par Zofia Stryjeńska. Après avoir connu un grand succès en Pologne et à Paris, elle, Zofia, a passé la seconde moitié de sa vie à Genève. En descendant encore dans l'histoire de cette famille, nous trouvons son beau-père, l'architecte Tadeusz Stryjeński, né à Karosz, près de Genève, car son père, Aleksander, s'y était installé en tant qu'émigrant polonais et avait participé entre la moitié des années 30 du 19e et 1854 et participé à l'élaboration de la première carte moderne de la Suisse. Il a travaillé pour le canton de Fribourg et a conçu les lignes ferroviaires Genève-Versoix et Lausanne-Törishaus en ingénieur.
En 1858, sur recommandation personnelle du général Dufour, Alexander Stryjeński a obtenu le poste d'ingénieur du canton de Genève. Il s'est acheté une maison à Carouge et c'est là où son fils Tadeusz est né. Pourquoi je raconte cette histoire? Or, la carrière de son fils, donc ce Tadeusz Stryjeński, après son enfance à Genève et ses études à l'école polytechnique de Zurich, s'est développée à Cracovie, où il a conçu de nombreux bâtiments. Mais l'œuvre la plus importante de cet éminent architecte polonais, né en Suisse, est la conception et la supervision de la restauration totale de l'église gothique Sainte-Marie au Notre-Dame, à l'heure de l'église Mariacki, Kościół Mariacki à Cracovie, qu'on d'habitude traduit dans le texte français par Notre-Dame, mais Sainte-Marie. Alors, cette église gothique, l'un des symboles de la splendeur de cette ville, en tant que l'ancienne capitale du royaume de Pologne, est une des églises les plus connues et les plus visitées dans mon pays. La décision de Stryjeński de confier la polychromie des murs du presbytère de l'église rénovée à Jan Matejko. Alors ici, on a l'esquisse, le projet de Matejko qui a conçu le portrait de son ami Stryjeński pour une console du presbytère de l'église. C'est comme on le fait plusieurs fois dans les églises gothiques, n'est-ce pas? L'architecte était portraituré à la tête parmi les apôtres, les anges, etc. Alors de même, on a dans cette église gothique cette intervention moderne, le portrait de Tadeusz Stryjeński dessiné par Matejko. Alors, cette décision de Stryjeński de confier la polychromie nouvelle des murs de cette église à Jan Matejko, qui n'avait jamais travaillé sur les murs, c'était une sensation. Les plus célèbres peintres polonais, chantres de l'histoire nationale, disons, on lui doit l'imaginaire national historique polonais, mais peignant dans une convention académique de grande toile, Matejko a réalisé ici, dans cette église, une œuvre moderne et basée sur des modèles d'art populaire polonais, mais constituant également une transposition moderniste des motifs du chef-d'œuvre gothique se trouvant dans cette même église. C'est l'immense autel du Moyen-Âge de Veit-Stoss. La restauration de l'église Sainte-Marie dans les années 1880, oui, je veux essayer à la Suisse. Oui? 80, ah voilà, pardon. je m'excuse, oui. J'ai essayé en français, mais c'est plus facile en Suisse. 89, oui, 89, 91. Bon, 2 ans seulement, ça durait. Alors, cette restauration et ce chantier dirigé par Stryjeński sont devenus un berceau de l'art monumental national, dit École de Cracovie, pour les 2 décennies suivantes, ainsi qu'une école d'art décoratif pour 2 étudiants de Cracovie, de l'école de beaux-arts de Cracovie, élèves de Matejko, et sous la tutelle des personnalités influentes de Stryjeński et Matejko, ces 2 jeunes peintres, Stanisław Wyspiański et Józef Mechhofer, ont d'abord aidé le vieux maître au mur, à la peinture qu'on voit ici. Tout le presbytère de l'église est couvert par Matejko et ses élèves, Wyspiański, Mechhofer et les autres. Et puis, ils ont réalisé, les 2, leur première œuvre
personnel individuel, un grand vitrail de la vie de la Vierge pour la façade occidentale du temple. Malheureusement, je ne peux pas le montrer, parce qu'il est complètement derrière les orgues de l'église et on peut pas, je ne trouve même pas une bonne reproduction, on ne peut pas le photographier. Alors, timidement, voire servilement, s'inspirant des vitraux gothiques, Wyspiański et Mehofer ont toutefois suivi une excellente formation au cours de ce travail. Formation primaire et secondaire dans le domaine de la peinture réalisée en verre, en tenant compte de la direction de la lumière, c'est une grande fenêtre ouest, de l'interaction générale entre l'image sur les murs et celle dans les vitres, sur les vitres ou dans les vitres, et avec l'architecture. Le séjour à Paris depuis 1891 de deux amis, grâce à une bourse de l'école des beaux-arts de Cracovie, leur donne plusieurs occasions, par exemple à l'Académie Colarossi, de voir les expériments de Paul Gauguin, de Nabi, ou encore admirer les peintures murales à Paris par Pierre Puvis de Chavannes. Mais ce sont surtout les visites des cathédrales gothiques en France qui font l'école pour les deux. Les visites de la cathédrale de Chartres, de celle de Strasbourg, leur ont permis de réfléchir au sens profond et à la valeur essentielle du vitrail en tant qu'art symbolique. Il y a une lettre de Stanisław Wyspiański qui date du juin 1890, écrite à un ami à Cracovie, mais écrite à Amiens, juste après la visite de la cathédrale d'Amiens. Je cite: en essayant de traduire le style poétique très emphatique, souvent lourd de Wyspiański. Mais il était vraiment très ému par cet effet des vitraux de la cathédrale d'Amiens. Alors je cite: « Le soleil, ce maître, sait diriger l'orchestre, en tirer des sons. Le coup de ses rayons était si puissant que les cordes résonnaient comme des trompettes en laiton. » Fin de citation. Et bien, une lettre qui est beaucoup plus... elle est intraduisable, je pense, oui, ce style de Wyspiański. Alors, cette rencontre, il me semble, même cette expérience presque parallèle de la scène artistique novatrice à Paris et de la théologie en lumière, on peut dire, des vitraux gothiques, décidera de la formation définitive du symbolisme de Mehofer et de Wyspiański, ou plutôt des symbolismes différents de ce peintre. À la fin du séjour en France, d'ailleurs, leur amitié a commencé à s'affaiblir en raison de philosophies artistiques très différentes de deux artistes. Quelques années plus tard, ils se lanceront tous deux dans de grandes réalisations originales de peintures murales et de vitraux en Pologne et en Suisse. Je passe malheureusement ici sous silence leurs autres domaines d'activité. Alors la peinture de portrait, peinture de genre, les grandes peintures symboliques et les gravures de Mehofer, les pastels, la poésie et le théâtre et les projets éditoriaux de Wyspiański, qui était un grand réformateur de la scène polonaise, pour me concentrer sur leurs concepts décoratifs. En 1895, probablement à l'instigation de Tadeusz Stryjeński, connaissant bien le milieu, Stryjeński connaissant bien le milieu artistique suisse,
Mehofer envoie son projet à un concours international pour la réalisation d'une série de vitraux destinés à la cathédrale gothique de Fribourg. Dans ce concours, auquel participent 47 artistes de toute l'Europe, le jeune peintre de Cracovie remporte le premier prix et va commencer la plus grande réalisation de verrières en Europe. Réalisation qui va l'occuper pendant plus que 30 ans et va, pour ainsi dire, réinterpréter tout ce splendide édifice médiéval. Je voudrais donner ici la voix à son élève, on peut dire, Alexandre Cingria, un grand décorateur, peintre suisse, parce que le texte fait, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, un souvenir de Mehofer écrit par Cingria, donne une très bonne analyse, c'est pas une analyse, mais peut-être une synthèse plutôt, voilà, de vitraux de Mehofer à Fribourg. Et je m'excuse pour un moment. C'est un long texte, une éloge de Mehofer. Je cite. L'ensemble de vitraux de Saint-Nicolas, cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg, comprend 13 verrières. Ici, nous voyons la première, c'est celle qui a vaincu le concours, n'est-ce pas, le vitrail des apôtres. Et les suivantes vont venir dans quelques instants. Les 8 fenêtres de la nef comptent chacune 4 baies reliées par des meneaux, surmontées par des ajours et des rosaces. 5 baies beaucoup plus hautes entourent l'autel dans le chœur. Le premier des vitraux de Mehofer, composé pour Saint-Nicolas, date de 1896. Le dernier y fut posé en 1934. Cette œuvre résume donc la vie et la pensée d'un artiste, le style d'une époque et la nature de l'art d'une nation pendant presque 40 ans. Cingria pensait de la nation polonaise ici. La nature de l'art d'une nation, c'est très pathétique. Pendant presque 40 ans. À ce point de vue, à part quelques grands ensembles de la Renaissance, je ne connais rien dans l'histoire de l'art de plus complet. Fin de citation de Cingria qui va encore nous aider dans quelques instants. La même année, j'abandonne Fribourg, la même année, 1895, alors encore, non, je ne peux pas abandonner Fribourg sans montrer, voilà, peut-être les fenêtres les plus géniales, disons, de Mehofer. Bon, mais passons à Wyspiański. C'était la même année, le concours à Fribourg, Mehofer, et la même année, 95, Stanisław Wyspiański reçoit une commande de polychromie pour l'église gothique de franciscains à Cracovie. L'ensemble de peintures composé de motifs floraux, héraldiques et géométriques. Après une collaboration fructueuse avec le franciscain, il reçoit une nouvelle commande, la réalisation de vitraux pour 8 fenêtres du temple, du presbytère de cette église. Un carton pour un des vitraux et le presbytère en général de cette église des franciscains. À partir de 1897, Wyspiański réalisait entre autres les célèbres vitraux du presbytère de cette église, avec par exemple une vision de Saint François, les éléments, le feu, la terre, l'air, ici au centre, c'est cet élément de l'air, etc. Ici, pour la première fois, il confond le programme obligatoire catholique et sa vision cosmologique. Saint François l'aide avec sa conception de la foi basée sur l'amour de la nature. Wyspiański essaie d'abandonner l'aspect anecdotique de l'histoire sainte pour toucher l'essentiel.
il a quand même été efforcé par le couvent de représenter les saints avec leurs traits lisibles. C'est pour cette raison Saint François, il a une figure bien, disons, réaliste, oui, mais le reste, ce sont ces visions de Wyspiański qui vont il va le réaliser encore pendant 10 ans en poussant sa vision dans le vitraux jusqu'au, je ne veux pas dire l'abstraction, mais quand même il va abandonner cette lisibilité des formes. Les collègues se retrouveront encore, alors Mechofer et Wyspiański, certes virtuellement, car à des périodes différentes, en travaillant pour la cathédrale de Cracovie, sur la colline royale de Wawel. Cependant, peu de leurs idées révolutionnaires seront comprises et acceptées par le chapitre conservateur de la cathédrale et les intellectuels dissidents de Cracovie. Mechofer réussira à réaliser quelques éléments de polychromie dans les espaces latéraux de la cathédrale, ainsi que quelques petits vitraux. Les scènes historiques visionnaires de Wyspiański, les 3 projets de vitraux, seront rejetés. Et surtout, son concept jugé faux de représenter le roi médiéval de Pologne, Casimir le Grand, en cadavre. Vision inspirée de l'événement connu à l'artiste grâce à la documentation faite par son maître Matejko. De la découverte et ouverture du cercueil du roi dans la crypte de la cathédrale à 1869. C'est la date de la naissance de Stanisław Wyspiański, donc au niveau symbolique importante pour lui. La date de cette ouverture de la tombe du cercueil de ce roi médiéval, alors il s'est senti, il a senti dans Casimir son ancêtre, mais c'est un peu exagéré, je pense. Mais quand même, la pensée de Wyspiański, elle est bien compliquée. Et bien évidemment, ici, ce sont les 3 cartons pour ces 3 vitraux non réalisés et Casimir le Grand à gauche et ce cadavre du roi, ce squelette, n'est-ce pas, qui était découvert là. Matejko d'ailleurs a fait une peinture, un tableau à l'huile représentant le moment d'entrée, le moment où on entre dans la crypte et on voit voilà, les restes du roi. Humilié par cette décision, qui peut-être de longue perspective semble être rationnelle, comment représenter les grandes personnalités de l'histoire polonaise et surtout le plus grand roi de l'époque médiévale dans l'histoire de Pologne, Casimir le Grand, en cadavre. Mais humilié par cette décision, l'artiste acceptera en revanche l'invitation des amis, des amis chercheurs scientifiques, à réaliser un petit projet au siège d'une association scientifique, astronomique et médicale à Cracovie, où il réalisera une œuvre totale de meubles, des décorations murales, des balustrades métalliques, des lampes, et surtout un magnifique vitrail représentant Apollon, un dieu solaire et le système cosmologique de Copernic. C'est un petit bâtiment à Cracovie où Wyspiański a pu, une fois de sa vie, réaliser son, disons, Gesamtkunstwerk, oui, l'œuvre d'art totale dans tous les domaines. Il a dessiné tous les éléments et c'était réalisé. Malheureusement, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une bombe allemande a fait détruire le vitrail central. Apollon est une reconstruction contemporaine assez médiocre. Le petit vitraux qui l'accompagne sont originaux et puis le meuble et le reste. Le titre de ce vitrail
Le titre primitif, c'était le système héliocentrique de Copernic. Le système héliocentrique de Copernic, puisque Nicolas Copernic il patronnait cette association qui était où il y a eu des médecins, des astronomes, les chercheurs scientifiques de plusieurs domaines. Pour cette raison, on lui a demandé une allusion au Copernic. L'espace cosmique est montré ici. On va passer à ce vitrail. Alors, c'est la reconstruction contemporaine et le carton. L'espace cosmique, alors le système de Copernic, à son époque, la connaissance de planètes, c'était à peu près la même qu'à l'époque ancienne. Et on comptait 7 planètes. C'est pour cette raison que Wyspiański a monté là, autour d'Apollon, les têtes qui sont peu visibles, les têtes de personnification de ce 7 corps célestes. L'espace cosmique est montré comme un ensemble de sphères ellipsoïdales d'où surgit Apollon-Soleil, entouré de planètes. Le dieu Soleil est représenté comme un adolescent nu attaché à sa lyre, qui n'est peut-être pas bien lisible aussi, mais chez Wyspiański, rien n'est visible. Ce vitrail et tout ce programme, parce que ce n'est pas seulement le vitrail d'Apollon, mais tout le programme de cet ensemble est très compliqué. Il a fait objet de nombreuses interprétations controversées dans l'histoire de l'art polonais, que je dois passer sous silence ici, mais c'est vraiment, on a plusieurs textes très, très savants qui essaient de faire comprendre ce système de Wyspiański, mais ce n'est pas un système, c'est plutôt un mélange où bien d'inspiration se confondent. On a souligné, par exemple, la pensée ésotérique de l'époque. On le sait qu'il a lu avec passion un livre d'Édouard Churet, un livre très populaire à l'époque. Voilà, c'était la Bible de l'ésotérisme du fin de siècle. Wyspiański a lu le texte de Copernic, ainsi que, par exemple, l'astronomie populaire par Camille Flammarion. Alors, un manuel pour le laïc, n'est-ce pas, pour comprendre les mystères de l'astronomie par ce physicien français Camille Flammarion. On ne peut pas même exclure sa connaissance de la civilisation primitive d'Edward Tyler, qui paraît juste en 1897, et où cet auteur anglais explique les idées de vieille civilisation primitive et l'importance du soleil dans les religions et mythologies anciennes. Tout ça est enrichi encore du culte de Michel-Ange. Wyspiański le dessine Apollon en pensant aux esclaves du Louvre de Michel-Ange. Mais son Apollon aux entraves se joint aussi, comme souvent à cette époque-là, à Christ. Même il y a une allusion dans le texte de Wyspiański qu'il s'est inspiré d'un crucifix de la cathédrale de Cracovie, gothique, crucifix gothique. Alors, Apollon en dieu soleil, système solaire et système astronomique d'après Copernic, les inspirations de Michel-Ange,
Apollon en Christ, etc. Oui, je ne peux pas développer ici parce que c'est bien sûr, c'est pas tellement banal, mais la pensée de Wyspiański, vraiment, il était comme un prophète, il était plein d'idées, plein d'inspiration, mais l'œuvre qui en sort de tout ce, disons, pêle-mêle d'idées, c'est une œuvre géniale qu'on peut admirer à Cracovie, malheureusement seulement sur une reproduction en verre, mais quand même en ce qui concerne ce vitrail central. La somme de la pensée artistique de cet artiste et de la pensée artistique exprimée par la lumière et dans le vitre, c'était la dernière fenêtre de l'église de franciscains. Pardon, c'est encore Apollon. On ne peut pas le reproduire, mais... et voilà. Qui est aussi ce vitrail qui est reproduit aussi en film, n'est-ce pas, au cours de l'exposition ici. En 1904, alors c'est la même année, l'année de la réalisation de l'association de médecins de l'Apollon, Wyspiański retourne à cette église où son art a mûri. Encore une fois, pour la dernière fois, à cette église des franciscains de Cracovie, remplissant la fenêtre gothique de la façade ouest d'une vision grandiose et étrange de la création. Dieu le Père créant les éléments, juste au début de l'acte primaire, issu, une fois encore, de l'inspiration michel-angelesque, devient son, disons, testament, c'est-à-dire Wyspiański meurt 2 ans et demi après, mais on peut dire que c'est son œuvre, qui culmine, qui couronne toute sa pensée religieuse et artistique. Le titre polonais, parce que souvent dans le texte étranger, on l'appelle la création, tout simplement, ou Dieu en créateur. Mais le titre primitif de Wyspiański en polonais dit stań się, ça veut dire soit. Oui, c'est la décision du Dieu soit, oui, que le monde soit. Wyspiański est allé spécialement à Innsbruck pour surveiller la production du vitrail dans un des meilleurs ateliers en Europe, qu'il a choisi n'ayant plus confiance en production de ce collègue spécialiste de Cracovie. Il assistait au processus de la production en verre de son projet, et ce processus en soi était pour lui un moment sacré, comme pour un alchimiste, un moment de la transformation de son dessin en pastel en verrière. D'ailleurs, il utilisait non seulement ici, mais surtout dans cette image, il utilisait de grandes plaques de verre inégales, ce qui causait beaucoup de problèmes à l'exécution, à la production dans cet atelier autrichien. Voilà l'inspiration de Michel-Ange. C'est un dessin de Wyspiański qui était bien sûr bien interprété ici dans cette figure du Dieu, mais c'est plutôt la fureur de la vision de Michel-Ange qui a inspiré cette vision de Wyspiański. Mayhofer, qui revient plusieurs fois à Fribourg et livre des projets suivants pour la chapelle et le presbytère de la cathédrale en Suisse, interrompt de temps en temps ce chantier, dessinant entre autres les vitraux pour plusieurs églises polonaises. En 1912,
il dessine un projet d'une grande mosaïque de la Sainte Trinité qui sera réalisée à Venise, c'est-à-dire dans les meilleurs ateliers de la mosaïque au monde, pour la cathédrale arménienne de Lvov, ou Lviv. On peut y trouver une réponse à la vision du Dieu de son collègue Wyspiański, mort déjà depuis 5 ans. Nous sommes en 1912 ici. Cette mosaïque de Mehofer, qui est peut-être sa meilleure réalisation dans ce domaine, puisque aussi il a projeté plusieurs mosaïques. C'est une grande coupole de cette cathédrale arménienne qui date du Moyen-Âge, mais qui a été refaite par les artistes de Cracovie au début du XXe siècle. Voilà, c'est une encore vision du Dieu et de cette énigme, de ce mystère symbolique qui était plusieurs fois interprété par ces deux artistes. Mais je reviens aux vitraux. Le grand renouveau du vitrail en Europe se réalise à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, comme on le sait, en Angleterre, en Autriche, en Suisse. Par exemple, Augusto Giacometti, oui, qui est un des maîtres peut-être le plus, disons, doué dans ce domaine de vitrail, entre autres. Et à Cracovie. Alors, en Angleterre, en Autriche, en France, en Suisse et à Cracovie, où 2 jeunes élèves de l'école de beaux-arts, Stanisław Wyspiański et Józef Mehofer, préparaient 2 propositions toutes différentes de l'art décoratif, exprimant de façon la plus intense, la plus condensée des idées religieuses, patriotiques ou même des sujets ésotériques dans leurs vitraux. À cette occasion, alors, en digression, je voudrais ici rappeler une formule qui date juste de cette époque-là, due à Jory Karl Huysmans, qui se moquait des vitraux trouvés surtout en France à cette époque-là, alors de pastiches, des imitations des vitraux gothiques, alors de tout ce vitrail historicisant, oui, alors qui essayait de revenir à l'époque bien passée du Moyen-Âge. Il s'exprimait ainsi, Huysmans, de ce vitraux, que ce sont de débiles images de pieuxarderie. Alors, Mehofer et Wyspiański, il s'éloigne de ce devoir, disons, d'imitation, en se dirigeant vers leur vision tout à fait personnelle, individuelle et moderne. Dans leurs travaux à Cracovie et à Fribourg, le vitrail est devenu l'art par excellence, tout court symboliste, même si touchant le langage allégorique et remplissant les fonctions liturgiques et décoratives. Les conceptions de vitrail de 2 artistes se distinguent profondément. Cette différence essentielle se voit surtout dans peut-être pas surtout, mais aussi dans la préparation de vitraux. Peut-être on pourrait avoir un carton comme ici, on voit un carton par Wyspiański. Alors, la préparation des cartons. Mehofer pense au détail, à la représentation du concret, visage, costume, détails architectoniques, inscriptions, etc. Et pour cette raison, il peint le carton. Il travaille à la détrempe, à la gouache, mais plutôt il dessine et travaille à la détrempe, au pinceau. Son dessin contour rend la réalité lisible et raconte l'anecdote. Wyspiański, par contre, il utilise le pastel.
dont la texture, le grain du crayon pastel annonce déjà l'épaisseur du verre, le jeu de boules d'air dispersées dans la matière de la vitre. Ce jeu qu'il a pu observer à Chartres, à Amiens, à Strasbourg. Les cathédrales de Cracovie et de Fribourg, tout comme l'église Sainte-Marie à Cracovie, étaient des anciens édifices gothiques d'une importance historique et culturelle capitale. Il en allait de même pour la cathédrale arménienne de Lvov, même si celle-ci était considérablement modernisée après 1900. On parle donc ici des lieux sacrés, comme on peut dire chakra, lieu d'énergie. Probablement aucun autre artiste du symbolisme européen n'a pu profiter de telles occasions. Ce n'est peut-être pas un hasard que les deux artistes ont eu plusieurs fois recours à un motif iconographique fondamental et principal, disons primaire ou primitif au sens profond du mot, Dieu le Père, le Créateur, l'acte de la création. Ainsi, l'acte de la création était pour l'artiste qui pensait en termes symboliques, indépendamment de sa foi religieuse d'une telle ou telle confession, un défi ultime, extrêmement difficile, compte tenu également de la nécessité de concilier la doctrine de l'Église et les attentes du clergé local. Mais en même temps, intrinsèquement lié, cet acte de création, lié à une réflexion autothématique sur l'art en tant que création. Vespiansky parlait une fois du vitrail comme d'un acte dramatique, le comparant au travail du metteur en scène, en pensant probablement du dynamisme d'un tel tableau qui vit, qui change au cours des minutes, des heures, des saisons, dépendant encore des acteurs, de la perception quand on entre dans une église. Église, non seulement église, parce qu'on est aussi dans un bâtiment comme l'association à Cracovie. L'acte de création s'y réalise tout le temps dans le vitrail. L'acte de création s'y réalise tout le temps, sans cesse, sans fin, au niveau le plus supérieur possible, si on peut le dire comme ça. De même que les choses ultimes se répètent dans le vitraux de Mehofer, qu'il faut revenir encore à Fribourg, voilà, au massacre, sur ces vitraux, la massacre des innocents, sur le vitrail de l'Épiphanie. Dieu de Mehofer reste plus traditionnel. Il ne se délivre pas de canon de l'iconographie chrétienne. Lui, Mehofer, il développe son grand récit religieux et national avec les moments concrets de l'histoire helvétique sur les verrières de Fribourg, en sorte d'un grand traité théologique, philosophique et historiosophique. Il le raconte, fidèle à la tradition de l'art narratif, riche en anecdotes et allusions bien lisibles. Par exemple, c'est la tour de l'église, c'est la tour des murs, des murailles de Cracovie qu'il dessine pour le vitrail de Fribourg. Ou les gestes de guerriers suisses dans un autre vitrail qui sont dus à l'inspiration de Ferdinand Hodler, etc. Il y a bien d'allusions, bien de ce récit peint dans le vitraux de Mehofer. Vespiansky, par contre, encore Mehofer, Vespiansky, par contre, cherche une synthèse. C'est pour cette raison que je me permets de vous montrer ces caricatures qu'il a faites bien de fois, aussi de ses collègues, de ce maître. Mais ici, nous avons Napoléon et Chopin.
dessinées par lui, mais c'est son esprit de synthèse qui se voit aussi dans ce petit dessin. Alors, il cherche une synthèse, nous laisse avec une énigme, un symbole, un mystère du vitrail qui devient en soi présence de l'être suprême, s'il s'agira du Dieu de l'Église catholique ou d'Apollon, ou d'une mixture d'éléments fondamentaux et naturels. Sa pensée syncrétique lui permet d'imaginer Apollon, Hélios, Soleil, se souvenant de la vision apocalyptique de Saint Jean, Dieu est la lumière, lumière des lumières, etc. Le vitrail, pour lui, devient la matérialisation, la seule possible dans l'art, de la conception néoplatonique, voilà, de cette synthèse, idée, esprit, substance. Bien sûr, il s'attaque à l'impossible. Pour terminer, j'ajoute ici ma réflexion toute personnelle, mais qui est bien évidente. Parce que je me sens inspiré, disons, par le choc d'une rencontre plusieurs fois à Fribourg des vitraux de Mehofer et aussi d'une autre rencontre plusieurs fois à Cracovie. Alors j'ai eu cette occasion de le voir en hiver, en été, avec les lumières différentes. Et toujours ce choc. Mais ce choc ne se raconte aucunement. Aucune reproduction ne répond à l'effet. Il faut le voir en vrai, malheureusement. Mais nous pouvons, en profitant de la situation primitive des vitraux, les percevoir dans leur lieu et contexte original, à Fribourg et à Cracovie. Nous pouvons, grâce à ce miracle, disons, repenser, réinterpréter le symbolisme européen. Voilà, par l'intermédiaire de ce chef-d'œuvre de Mehofer et de Wyspiański, qui sont nés grâce à Tadeusz Strzyński et Jan Matejko au début de leur carrière sur les murs et dans les fenêtres de l'église Sainte-Marie de Cracovie et pendant cette excursion française, n'est-ce pas, à travers les grandes cathédrales de l'Île-de-France. Alors, cette inspiration gothique est juste en base c'est le fondament, voilà, de cette pensée artistique développée dans une période très courte, parce que c'est Wyspiański, n'est-ce pas, ces vitraux se réalisent pendant 10 ans et il meurt. Mehofer, il travaille pendant 50 ans presque sur les vitraux, mais ce sont surtout ses débuts à Fribourg qui sont essentiels, je pense. Juste à la fin de sa vie, Josef Mehofer a écrit, voilà, en 1939, il a écrit un petit essai, un petit traité sur le vitrail. Peut-être sa pensée se termine avec quelques idées, voilà, sur cet art qui était peut-être le plus important pour lui. Ici, je vous donne seulement le morceau en français de ce texte polonais, mais c'est un texte très intéressant qui, je pense, peut servir à la pensée sur le vitrail du XXe siècle en général. Fait à la fin de cette œuvre, d'après Alexandre Singria, la plus complète dans l'histoire de cet art et partout en Europe. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment, Monsieur Pienkos, pour vos propos passionnants et
cette présentation d'un chapitre peu connu de l'histoire du symbolisme européen qui se joue à travers l'art du vitrail et qui, quelque part, se joue aussi en Suisse et met encore une fois en tension les liens entre la Suisse et la Pologne. Vraiment, nous n'avons qu'une envie, c'est foncer à Fribourg pour contempler ces vitraux. Je signale au passage qu'il y a un voyage des amis et amis de la Fondation de l'Ermitage qui va être organisé à Fribourg et qui va guider nos amis à l'intérieur de la cathédrale pour y comprendre et découvrir ces... Pardon ? Et il y a aussi un voyage qui va être organisé, voilà, qui aura lieu prochainement à Varsovie, à Varsovie et Cracovie, du 8 au 12 octobre. Absolument. Il faut choisir surtout le moment de la journée à Cracovie. D'accord. Malheureusement, pour la fenêtre ouest, alors pour le Dieu, c'est plutôt le déclin de la journée. Et pour le presbytère, c'est peut-être la matinée. Ah oui, deux fois. C'est ça. 2 fois par jour, il faut y retourner pour admirer, voilà, l'essentiel, voilà, de ce vitraux. Et donc ces 2 artistes sont présentés dans l'exposition, chacun avec des œuvres, Mayhofer avec un projet pour d'autres vitraux pour une chapelle privée, et puis Wyspiański, dont vous nous avez parlé, des cartons réalisés au pastel, qui est un immense pastelliste. Ces œuvres sont malheureusement très fragiles, ce qui fait qu'elles ne sont pas présentes dans l'exposition, mais il y a un très beau et très émouvant portrait de jeune fille qui est en train d'éteindre une bougie que vous avez probablement vu au 2e étage sur fond rouge, un tableau qui porte la trace aussi du séjour à Paris de l'artiste et de l'influence que Gauguin, enfin, de sa rencontre avec l'œuvre de Gauguin. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Oui, madame. Je ne parle pas fort, alors je prends le micro. Merci. Je voulais vous dire qu'à Fribourg, il n'y a pas que les vitraux. Sans doute que vous connaissez, hein, il y a une fondation qui s'appelle Archivum Helveto Polonicum, dont fait partie le descendant des Strienski, Lucas, qui est membre. Et dans le local de notre fondation, nous avons des décors qui avaient été faits à l'époque pour des théâtres de Genève, donc par les précédents Strienski. Nous avons tout ça. Jacek Strienski, oui. Voilà. Alors si déjà vous venez à Fribourg, il n'y a pas que les vitraux. Et au musée, merci beaucoup. Oui, au musée d'art et d'histoire de Fribourg, il y a aussi 2 cartons de Mayhofer et son dernier autoportrait qui était, si je ne me trompe pas, offert au musée par son grand patron de l'université de Fribourg, Monsieur Berthier, Jacques, non, je me rappelle bien son prénom, Berthier, qui est à l'origine de cette décision du jury pour le concours. C'est à lui peut-être que Mayhofer doit cette réalisation. Alors c'était le dernier autoportrait qui date de 1940 ou 41 de Mayhofer, qui est complètement inconnu aux chercheurs polonais, je pense. Et l'an dernier, je l'ai vu exposé au musée de Fribourg. D'autres questions? Moi, je me posais la question, où est-ce que les vitraux de la cathédrale de Fribourg ont été fabriqués? C'est un grand atelier. Je vois Madame Valérie Sautrel qui est avec nous. Et on a montré les vitraux de Mayhofer il y a 2 ans. Alors voilà, alors c'est le grand atelier qui est bien recherché par Madame. Oui, oui, alors le contexte de ce concours est très particulier. Vous l'avez évoqué brièvement, c'est-à-dire qu'on a exigé que cette fenêtre des apôtres soit de style historiciste, donc néo-gothique. Et vous l'avez très bien vu, M. Pienskok l'a très bien montré, que cette verrière des apôtres s'en éloigne drastiquement,
tout en laissant quelques traces qui permettent à ce que ce vitrail soit tolérable pour un jury. Il faut aussi évoquer, et vous l'avez dit, Joseph Méhauffer était très jeune quand il a présenté ce carton pour ce vitrail. Il avait très peu d'expérience. Et un atelier fribourgeois, l'atelier Kirche-Fleckner, qui était ouvert depuis à peine une année, avait également été invité à ce concours, mais n'a pas pu répondre à la réalisation d'un carton tout simplement pour des questions financières. Mais par contre, ils ont eu l'intelligence de proposer aux membres du jury de proposer leur savoir-faire pour réaliser l'œuvre du gagnant. Et donc, effectivement, c'est ce tout jeune atelier composé de 2 personnes d'origine allemande, Vinzenz Kirch et Fleckner, qui vont réaliser l'ensemble des vitraux de Joseph Méhauffer à la cathédrale. Et c'est pas jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Jusqu'à la fin. Et en fait, ce qui est assez extraordinaire, je crois que Méhauffer est mort en 1939, si je ne m'abuse, ou 40. Méhauffer? Oui. En 44 ou 5, juste à la fin de la guerre, il est mort. Et en fait, la création de l'ensemble des vitraux de Joseph Méhauffer à la cathédrale de Fribourg va s'étendre sur toute l'activité de cet atelier, puisque Fleckner va décéder en 1934 et que Vinzenz Kirch va décéder en 1938. Et la réalisation de ces vitraux de Méhauffer à Fribourg va avoir un impact colossal sur l'activité de cet atelier, et ils vont, pour répondre à toutes les commandes qui leur seront faites, vont devoir engager des artistes extérieurs à l'atelier pour réaliser des vitraux et les aider à répondre à toutes ces commandes. Merci beaucoup. Mais une question un peu de néophyte, pardonnez-moi, mais alors c'est vrai que l'œuvre est immense, mais une telle durée, est-ce que c'est standard ou est-ce que c'est très long? Non, c'est normal. Non, c'est complètement, c'est normal pour le Moyen-Âge. Oui, c'est ça. Voilà. C'est des temporalités très rare, dont on a perdu l'habitude. Non, c'est une histoire vraiment merveilleuse. Surtout, voilà, on se rend compte, n'est-ce pas, de l'âge de ce jeune peintre de Cracovie, et de ce phénomène de cet atelier à Fribourg qui est juste né pour cette réalisation, n'est-ce pas? Alors c'était vraiment une coïncidence fantastique et surtout qu'ils ont pu travailler ensemble pendant ces 38 ans. Alors Méhauffer, il n'a pas pu venir à Fribourg pour les retouches à la fin de... Je ne me rappelle plus la dernière visite, mais pour la dernière verrière, dans les années 30, il n'est pas venu. Et Alexandre Saint-Gria, il le décrit avec une grande tristesse que ce grand maître n'est pas venu pour la dernière retouche de ces verrières qu'il réalisait dans les années 30. Est-ce qu'il y a une évolution stylistique notable tout au long de ces décennies? Est-ce qu'il y a des oui, changements bien sûr. Elle est visible aussi dans les autres vitraux de Méhauffer qui sont par exemple en Pologne, aussi des années 20 ou 30. D'habitude, je pense que le verdict de l'histoire de l'art dit que les chefs-d'œuvre sont les premiers vitraux, c'est-à-dire 3 ou 4 fenêtres, n'est-ce pas, qui datent jusqu'à 1907-10, et puis que ça descend un peu la qualité. Mais c'est difficile de dire, c'est-à-dire il était assez résistant au courant d'avant-garde, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé aussi dans le vitrail, en France par exemple. Donc, ces réalisations, ces projets des années 20 ou 30 sont plutôt conservateurs, je ne sais pas, convention un peu vieillie, on peut dire. Mais je ne veux pas trivialiser. Oui, mais les scènes qui sont, si on compte les reproductions, dans les albums, dans les livres sur l'art symboliste,
ce sont surtout, voilà, ce vitrail de l'Épiphanie. Alors, les martyrs, c'est le morceau seulement, c'est un fragment des fenêtres des martyrs hommes et femmes. Et puis, c'est lui, voilà, avec le massacre des innocents. Et Hérode qui je montrais, je ne sais pas où il est. Ah, voilà, le roi Hérode, oui, et les innocents. Ce sont bien sûr le morceau du même vitrail. Et le martyr, voilà, encore, Saint-Sébastien. Pour cette verrière des martyrs, l'atelier Kircher-Fleckner a obtenu une médaille d'or à l'exposition universelle de Paris. Ah voilà, en 1900, oui. Voilà, oui. Pas lui, c'est pas Joseph Meyerhofer. Voilà, c'est l'atelier, voilà, pour la réalisation de ce vitrail. Oui. On peut le voir de près, puisque, c'est-à-dire cet élément sont en bas, n'est-ce pas? Alors on peut s'approcher, presque toucher à la vitre. Et on voit, voilà, le jeu de couleurs. On pouvait dire que c'est la matière de ce qu'on voit dedans, à l'intérieur du vitre. À quelle échelle étaient réalisés les cartons pour les vitraux? Toujours 1 sur 1? Carton vitrail, oui. Oui. Vous pensez alors 1 pour 1, oui. Toujours, toujours grandeur nature, oui. Okay. Carton définitif, oui, parce que il y a eu plusieurs étapes, oui. Par exemple, le carton de Wyspiański reste au musée national de Cracovie, reste sur en relais, oui. Ce sont des pastels, alors c'est un processus très, très dangereux, mais ce sont des compositions de 4-5 mètres, oui, en pastel, dessinées. Oui. D'autres questions? Mais si ce n'est pas le cas, je voudrais vous signaler qu'il y a encore 2 autres conférences auxquelles vous allez pouvoir assister dans le cadre donc, de cette exposition La Pologne rêvée. Le 2 octobre, jeudi toujours, c'est Pierre Watt, Pierre Watt dont vous vous souvenez peut-être qu'il était l'un des 2 commissaires de notre exposition Nicolas de Staël de l'an dernier. Pierre Watt, qui est professeur d'histoire de l'art à l'Université de Paris 1 et qui est un grand spécialiste du paysage. Et il va nous parler du thème de paysage et nation en Europe au XIXe siècle. Une conférence dans laquelle il va certainement revenir sur les merveilleux paysages dont un grand genre aussi de la peinture polonaise auquel tout un étage de l'exposition est consacré. Et puis le 30 octobre, c'est le professeur François Rosset qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup d'être là, Monsieur Rosset, qui va, lui, nous parler d'un autre très grand moment des relations entre la Suisse et la Pologne au cours des siècles passés. C'est la présence à Lausanne du très grand poète Adam Mickiewicz, qui a été professeur de littérature latine à l'Université de Lausanne entre 1839 et 1840, et qui, lors de ses séjours, a écrit l'une de ses œuvres poétiques les plus célèbres. Et on se réjouit beaucoup, Monsieur Rosset, de vous entendre à cette occasion. Et ce sera donc le jeudi 30 octobre, toujours à 18h30. Voilà. Merci beaucoup de votre présence. Merci encore infiniment, Monsieur Pienkos, de nous avoir amené cette exposition, d'en avoir été l'initiateur et le bon génie. Merci. Merci beaucoup.